C'était Benjamin Netanyahou qui avait dit en 2014 la différence fondamentale entre Israël et le Hamas, c'est que Israël se sert de ses armes pour défendre ses civils, alors que le Hamas se sert des civils pour défendre ses arsenaux et ses actions militaires. On a tendance à l'oublier, mais il existe des lois internationales qui régissent les guerres entre les pays. Et pour parler de ces lois, et puis pour vérifier aussi si Israël les respecte, nous sommes avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, on vous connaît comme journaliste, vous êtes aussi spécialiste en géopolitique, vous êtes aussi auteur. Et vous avez plus particulièrement aussi étudié ces lois internationales qui régissent les guerres entre les peuples. Oui, j'ai fait une recherche de type universitaire il y a quelques années qui se fondait sur les 3 premières guerres de Gaza, celles de 2008, 2014, 2012 et 2014. Et effectivement, j'ai distingué, parce que déjà on reprochait à Israël de s'en prendre à des civils, enfin on reprochait, c'est surtout les pays occidentaux, qui pour des raisons diverses ont brandi cette critique. En fait, je me suis livré à une recherche des principes du droit international. Alors, c'est quand même intéressant, il y a un cadre général dans le droit international. Bon, ça veut dire beaucoup de choses. C'est aussi des dispositions, c'est des conventions internationales, ce sont aussi des jurisprudences qui ont été données. Et donc, il y a 3, en fait, pour aller vite. Les grands principes. Les grands principes. Il y a d'abord ce qu'on appelle, parce que c'est du latin, c'est tout ce qui est droit en Europe, c'est du latin. Il y a jus ad bellum, ça veut dire les causes justifiées de la guerre, et jus in bello, c'est-à-dire une fois que on aurait de bonnes causes d'entrer en guerre, quelle serait la manière morale ou juste de mener la guerre. Donc c'est ce qui pousse un pays à entrer en guerre, et d'autre part, c'est une fois qu'il est entré en guerre, on imagine avec de bonnes causes et de bonnes justifications, c'est comment il doit mener cette guerre. Alors évidemment, ce sont des dispositions très théoriques, mais ça c'est le premier corpus de principes. Mais ça a été pris par qui? C'est quoi? C'est des lois qui existent, qui sont écrites Oui, et par exemple, dans le premier... C'est l'ONU qui régit ça? Non, c'est pas l'ONU, il y a d'abord des cours internationales, il y a des cours de justice, et il y a si vous voulez, des textes fondateurs, il y a qui sont à la fois des conventions, et en même temps, c'est l'état juridique d'un consensus tout à fait théorique qui existe dans la communauté internationale sur ce sujet. Alors, par exemple, les causes justifiées de la guerre, un pays agressé, dont la souveraineté territoriale a été violée, a de bonnes raisons d'entrer en guerre. D'ailleurs, je signale qu'on comprend très bien que dans le cadre, en tout cas, des guerres de Gaza, Israël a attendu s'est retiré de la bande de Gaza en 2005 et a attendu 2008, 3 ans de bombardements intensifs de Sderot et du Negev aux roquettes avant d'entrer en guerre. Donc on pourrait sur chacune de ces expéditions de Gaza, et évidemment sur la dernière guerre qui est alors justifiée à la fois parce qu'il y a eu des tirs immenses et répétés de fusées sur le territoire national, mais aussi parce qu'il y a eu une invasion, est tout à fait fondée d'entrer en guerre. Alors avant de rentrer un peu dans les détails, est-ce que le fait que l'agresseur, dans le cas présent, est une organisation terroriste, change les choses? Ça ne change pas en droit, parce que dans le droit, on parle, si vous voulez, de la possibilité pour un État agressé de riposter soit à un autre État, soit à une entité hostile qui a les moyens d'une armée. Donc ça change les choses dans les médias, mais dans le droit, pas du tout. D'ailleurs, je voudrais aussi préciser autre chose. Dans le deuxième corpus théorique du droit, c'est que c'est une chose très importante. On l'a vu dans les discours des différents chefs d'État qui sont venus soutenir Israël tout de suite après le 7 octobre. Les États agressés ont le droit de riposter, mais l'obligation de riposter, car ils ont l'obligation de défendre leurs citoyens. C'est-à-dire qu'un État de la communauté internationale qui manquerait à cette exigence n'aurait pas raison d'exister. C'est pas seulement un devoir moral. C'est un droit. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai dit que c'était cité dans les discours des présidents, c'est que on se souvient que le président Biden a parlé du droit absolu d'Israël à se défendre, mais le président britannique a fait la nuance. Il a dit qu'Israël a le droit et l'obligation
de défendre ses citoyens. Alors le troisième, je finis juste parce que le troisième axe du corpus théorique du droit, c'est que c'est tout à fait important. Dans les conflits asymétriques en zone urbaine, puisque c'est bien de ça ce dont il s'agit, c'est un conflit asymétrique parce que c'est un État avec une armée conventionnelle contre une entité terroriste qui utilise d'autres moyens non conventionnels. Eh bien, le droit international recommande, et ça c'est quand même une chose très importante, on en parlera dans l'application concrète après, il recommande et considère qu'il y a 3 cercles concentriques, c'est-à-dire que en ce qui concerne les obligations, l'État doit d'abord protéger ses soldats en territoire étranger, ensuite les civils, ses civils sur le territoire national, et enfin les civils du territoire où il est obligé d'arriver. Et donc, bon, il y a aussi une autre disposition, ça fait 3-4 principes, une autre disposition qui dit que le principe général, c'est que il faut que l'État qui attaque, enfin en tout cas qui se défend en attaquant, doit tenter de séparer les civils des combattants en uniforme ou non. Enfin, alors justement, je voudrais qu'on entre plus dans les détails et plus particulièrement parler des deux reproches entre guillemets qui sont faits aujourd'hui à Israël sur la scène internationale, on va dire. Le premier, c'est justement de s'en prendre à des civils ou des sites civils comme les hôpitaux, par exemple. Mais la preuve a été faite que ces endroits servent de quartier général aux membres du Hamas. Alors, est-ce que dans ce cas-là, selon le droit international, Israël a le droit d'attaquer ces sites ? Alors, dans le cas spécifique de Gaza et du Hamas, qui sont en fait des guerres asymétriques à basse intensité, comme on dit dans le droit, il y a dans les détails des dispositions concernant... Bon, il y a un principe général. Il faut tenter de séparer les civils des combattants, entre guillemets, ou des terroristes. Or, on comprend bien que à Gaza, c'est un peu compliqué, on y reviendra. Mais surtout, il y a aussi une licence, enfin une autorisation et une compréhension que quand des bâtiments publics, des bâtiments civils comme des écoles, des hôpitaux, des centres d'approvisionnement, etc., sont utilisés comme couverture, ou des mosquées, en l'occurrence à Gaza, sont utilisés pour stocker des armes, et pas seulement stocker, mais servent de rampe de lancement. On se souvient que en 2014, les gens du Hamas avaient été sidérés qu'Israël détruise une vingtaine de mosquées à Gaza. Mais ils l'ont pas fait par, je dirais, dans le cadre de ce qu'eux appellent une guerre de religion. Ils l'ont fait tout simplement parce que ces mosquées servaient de lieu de stockage des fusées, et puis c'était organisé comme ça. Il y avait des ascenseurs, des monts de charge qui faisaient monter les fusées en stock dans les sous-sols, et il y avait des silos qui s'ouvraient sur la terrasse de la mosquée et qui tiraient et se refermaient pour pas qu'on les repère. Et donc, si vous voulez, on a le droit, selon la jurisprudence du droit international, de prendre pour cible des lieux civils à partir du moment où ils sont transformés en base militaire. Lors de la première opération en 2008, il y avait eu un scandale qui avait secoué la Fédération internationale de football parce qu'Israël avait bombardé le stade de Gaza. Pourquoi ? Parce que le stade de foot de Gaza s'était transformé en terrain, en base de lancement de roquettes. Et donc, si vous voulez, il y a là donc théoriquement, le droit existe. Maintenant, les choses sont plus compliquées. Est-ce qu'il y a une obligation, ce qu'Israël fait déjà, de prévenir les populations civiles avant de les attaquer? Il y a une obligation générale de devoir séparer, donc d'essayer de mettre à l'abri les civils par rapport donc à... Alors, mais c'est extrêmement compliqué. Israël, dans toutes ces guerres, peut-être un peu moins cette fois-ci, je vais expliquer après pourquoi, mais dans toutes les guerres, donc celles de 2008, 2012, 2014 et les deux autres grandes opérations qui ont eu lieu en 2021 et ensuite en 2022 contre le djihad, parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations ponctuelles à Gaza. Israël c'est en cela que c'est... D'un côté, Israël est très scrupuleux par rapport au droit international, et pas seulement parce que c'est le droit international, c'est parce que, disons, la conception juive de la guerre
n'est pas une guerre, je dirais, comment dirais-je, jusqu'au boutiste qui agit aveuglement. Certains diront à tort ou à raison, mais qu'est-ce qu'a fait Israël pendant toutes ces opérations? Non seulement il a mis en place ce qu'on appelle des noalim, des procédures. Par exemple, lorsque des terroristes se cachent dans un immeuble et que ça les a repérés et contre-attaquer l'étage où ils se trouvent ou la pièce où ils se trouvent. Parce qu'Israël a su, dès le départ, faire des frappes chirurgicales avec des moyens technologiques très précis. Qu'est-ce qu'a fait Israël lors des 3-4 premières opérations? À chaque fois, il faisait une procédure lourde qui lui faisait perdre l'effet de surprise, je dois dire. C'est-à-dire d'envoyer des SMS et des textos aux mères de famille, surtout du quartier, parce qu'évidemment, les renseignements israéliens ont tous ces téléphones par milliers, par millions, d'envoyer des tracts, de s'adresser aux populations avec un haut-parleur. Et le dernier stade d'un processus long qui fait perdre l'effet de surprise, c'est de faire ce qu'on appelle les garet et tikra, c'est-à-dire de tirer un obus à blanc sur la cible qui fait peur pour bien faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à quitter Alors, d'ailleurs, c'est prendre des risques, parce que quand on s'adresse... J'ai recueilli les témoignages d'un pilote d'hélicoptère qui avait pour mission de s'approcher d'un immeuble pour dire aux habitants de sortir, parce qu'il allait avoir un feu nourri. Le pilote était la proie de tirs, etc. C'est-à-dire que même à prévenir largement les civils pour qu'ils sortent, c'est prendre des risques. Et donc on est dans quelque chose d'absurde, où d'un côté vous avez le Hamas qui prend sa population civile pour des boucliers humains, qui se sert de la population civile pour se protéger et pour défendre ses actions militaires et mettre à l'abri ses actions militaires. Et d'un autre côté, vous avez une armée régulière qui, à la fois par rapport au droit international, mais aussi dans la mentalité, je dirais, humaniste juive, israélienne, prend des hyper précautions, à tel point d'ailleurs que lorsque je faisais j'ai fait des conférences sur cette recherche il y a quelques années sur ce sujet, je m'étais retrouvé un jour à Tel Aviv, dans un café internet où il y avait pas mal de monde, et je parle de ça, et je vois quelqu'un qui me regarde, un monsieur qui avait 80 ans, une belle tête qui ressemblait à celle de Joseph Kessel, comme un lion, comme ça, avec des beaux cheveux blancs. Et après, c'est le premier à intervenir une fois que j'ai fini. Il me dit, écoutez, je vous écoute depuis une heure en train de m'expliquer le droit de la guerre, comment Israël agit avec des pincettes, des frappes chirurgicales, etc. Et il m'a dit, moi, j'ai fait partie des combats de la guerre d'indépendance dans la Haganah. Je puis vous dire que si on avait respecté ne serait-ce que 10% de tout ce que vous venez de dire, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Et donc, il y a un vrai problème entre le droit, ce que préconise le droit, et surtout, en fait, il faut comprendre, comme je crois que c'était Benjamin Netanyahu qui avait dit en 2014, il avait dit la différence fondamentale entre Tsahal, entre Israël et le Hamas, c'est que Israël se sert de ses armes pour défendre ses civils, alors que le Hamas se sert des civils pour défendre ses arsenaux, ses actions militaires. Je crois que c'est une formule exacte. C'est aujourd'hui encore... Pour cette guerre, c'est encore valable tout ce que vous dites? Bah écoutez, vous le disiez vous-même, Israël fait des frappes chirurgicales. D'ailleurs, la combinaison à laquelle on assiste, qui est bien détaillée dans les médias israéliens, entre les troupes au sol, l'armée de l'air et, si vous voulez, même la marine, c'est que ce sont des frappes très très ciblées, très chirurgicales. Israël prend du temps et prend des hommes pour faire sortir la population de Gaza dans les lieux où elle est en train d'avancer. Je vous pose la question, est-ce qu'on a vu à Mossoul la coalition qui combattait Daesh, puisque c'était le vœu du président Macron de monter une coalition contre le Hamas, est-ce qu'on a vu les Américains ou les Européens prendre de telles précautions avec la population de Mossoul? Certainement pas. Je crois que le paradoxe, c'est pas qu'il faut qu'Israël reste une armée morale, c'est qu'il y a une certaine manière, je dirais, une certaine manière de mener une certaine manière juive de mener une guerre. Ceci dit, toutes ces questions sont aujourd'hui révisées, puisque vous me posez la question, est-ce que dans ce conflit, pourquoi? Parce que il y a eu, si vous voulez, un tel choc et une telle atteinte non pas seulement à la souveraineté d'Israël, mais j'allais dire au Nefesh Yehudi,
collectif, que dans cette guerre-là, par exemple, c'est vrai, dans les bombardements, il y a une autre dimension. Israël n'a pas toujours pu faire la procédure de prévenir les civils. Et d'ailleurs, dans toutes les attaques aériennes, quartier par quartier, qui étaient ciblées, les pilotes l'ont dit, il n'y a pas eu forcément cette longue procédure. Ouais. Et d'une certaine manière, on peut aussi le comprendre. C'est-à-dire que quand on a vu que la population, enfin parmi les 3500 Gazéens qui sont rentrés, il y avait beaucoup de gens du Safsouf, enfin de différents milieux populaires de Gaza qui sont rentrés, une population qui a élu le Hamas. On peut comprendre que cette fois-ci, Israël prend moins de gants, tout en respectant les dispositions du droit international. Alors toujours par rapport au droit international, il y a un deuxième reproche qui est aussi fait, et surtout on l'a entendu des dirigeants de différents pays, qui concerne la réponse israélienne suite justement au massacre du 7 octobre, et que certains estiment de disproportionner cette réaction israélienne. Que dit la loi sur cette question ? Écoutez, il y a dans le droit international un dispositif qui dit que l'usage de la violence doit être proportionné aux objectifs de guerre. Non, pas proportionné mais proportionné aux objectifs de guerre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas excéder les objectifs que l'État qui se défend et qui se défend en attaquant a fixé pour cette campagne. Donc si l'objectif aujourd'hui, il a été dit, c'est d'éliminer le Hamas et de libérer les otages, et bien donc ça veut dire que oui, si vous voulez, dans le cadre du droit international, mais évidemment, vous comprenez bien que toutes ces choses-là, on pourrait très bien inventer un procès où il y aura les arguments pour et les arguments contre. Mais le problème est que toute cette... finalement, ça me fait penser à cette phrase qu'avait prononcée l'ancien journaliste Paul Giniewski. Il avait dit ceci: peu importe ce qu'Israël fait ou ne fait pas, des précautions qu'il prendrait ou pas assez de précautions. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est, c'est-à-dire le juif parmi les nations. Ouais. Cette explication, cette clé de lecture des débordements délirants anti-israéliens et anti-sémites d'aujourd'hui, je crois, est tout à fait adaptée, parce que quand bien même nous prendrions encore plus de précautions, d'abord ça paralyserait la guerre et ça sera en contradiction avec les objectifs de la guerre. Puis c'est le but de la destruction du Hamas dans une entité terroriste où les choses sont ainsi faites que ce groupe terroriste, il a pris en otage sa population. Si vous voulez, ou alors on croise les bras, ou alors on essaye d'agir en avançant. Alors, pour terminer, c'est par rapport à ça. Alors, pourquoi Israël, en fin de compte, respecte ces droits internationaux? Si de toutes les manières on sera accusé de ne pas le faire, si par exemple il y a après la guerre un procès dans une cour internationale contre tel Israël, ou tel général. Eh bien, écoutez, pourquoi? Vous avez raison de poser la question, parce que lorsque j'ai fait cette enquête, j'avais rencontré différents responsables, dont le président de Memri, du site d'observation des médias palestiniens, dont le nom va me revenir, et il m'avait dit: surtout n'écris pas dans ton enquête que les nations agissent contre Israël par antisémitisme. Alors j'avais demandé des explications, il me dit non, parce que sache une chose, depuis des années que nous sont confrontés, Tsahal, au conflit asymétrique en zone urbaine, nous avons fait des sessions invraisemblables et innombrables de formation des armées de l'OTAN et des officiers des armées de l'OTAN à la guerre de ce genre, et en fait le leadership et la manigoutte, les dirigeants des États occidentaux savent très bien que nous sommes moraux sur le champ de bataille et nous sommes experts. Mais justement, d'une certaine manière, m'a-t-il dit, ce qui se passe, c'est pas de l'antisémitisme, c'est que en se comportant encore comme des hommes sur le champ de bataille, des mensch, en fait, on dresse devant les armées occidentales et devant une sorte de miroir culpabilisateur. Oui. Comment les Juifs... Ils ont du mal à réagir. Ils ont du mal à réagir à ce comportement. D'abord, on est devenu experts, mais en même temps, parce qu'eux, ils savent très bien la mémoire qu'ils ont de leur guerre coloniale et des tueries qu'ils ont faites, et qu'ils continuent de faire à droite, à gauche, au Mali ou ailleurs. Et donc, c'est un serpent qui se mord la queue, parce que plus on se comportera, disons,
dans la manière juive, si vous voulez, de combattre, et plus on les agressera en leur renvoyant leur propre image barbare. Voilà, je suppose qu'on va terminer sur ça. Je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Merci Richard. À bientôt. Merci à bientôt. beaucoup.